Bonjour Sophie. Bonjour Marine. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour nous raconter ton histoire. Ouais. Comme souvent, c'est Tony qui s'est occupé du casting, donc je ne sais rien de toi. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Alors, donc moi c'est Sophie, j'ai 44 ans depuis pas longtemps et donc je suis infirmière en cardiologie depuis 20 ans et maman d'un petit garçon, enfin petit, pré-ado, presque ado, qui a 13 ans. Tu partages ta vie avec quelqu'un ou pas? Oui, je suis mariée bien sûr, ça fait 22 ans maintenant, donc on s'est rencontrés jeunes. Et puis bah voilà, enfin tout roule, il est infirmier aussi, petite vie tranquille, tous les trois. Tu as dit que tu avais rencontré ton mari du coup très jeune. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre? Ouais. Alors j'ai fait des études d'infirmière donc et j'ai passé mon bac et avant de faire l'école d'infirmière en fait j'ai fait une année de prépa pour préparer le concours. Parce que j'ai pas eu le concours la première année. J'avais mon bac en même temps, le permis, j'ai perdu mon papa la même année en 99. Et donc du coup, ça faisait beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai pas eu le concours et je pense que la vie est bien faite. Puisque j'ai fait cette année de prépa et on s'est rencontrés ici. Ah, ça t'a amené à rencontrer quand même l'homme de ta vie. C'est ça. Moi je pense, je crois beaucoup au... Je sais pas si c'est le destin, mais en tout cas les petits signes comme ça de la vie qui font que on rencontre quelqu'un et la vie, on a la vie. Ouais, après, je suis d'accord. Je suis plutôt aussi dans ce sens-là. Ouais. Donc voilà, on s'est rencontrés là et puis on s'est mariés. On n'était pas encore à la fin de nos études. On s'est mariés en 2002. Ah ouais, donc encore en études? Encore en études. Il nous restait 1 an à faire. Okay. Et en fait, moi j'avais plus que mes grands-parents paternels. D'accord. Donc du coup, je voulais que ce soit mon grand-père qui m'emmène à l'hôtel. Et comme il était déjà pas très en forme, en fait, on s'est dit que pourquoi attendre 1 an de plus, 1 an de moins, sachant que nos familles pouvaient nous aider financièrement pour le mariage. Ça changeait rien à votre amour. Ça changeait rien et on voulait se marier. D'accord. Donc voilà, on n'a pas fait les choses peut-être bien... Bon, il n'y a pas de règles. Hein. Non, il n'y a pas de règles. C'est quand on en a envie et quand, comme tu dis, je trouve ça très important d'ailleurs d'y aller quand, voilà, de peur aussi de perdre aussi du temps sur la vie qui rattrape vite, qui peut très vite se rattraper. Donc tu avais perdu ton papa déjà assez jeune. Oui, j'avais 19 ans. 19 ans et il est décédé d'une longue maladie. Une longue maladie, d'accord. Et donc, tu avais déjà plus ta maman? Alors, si, c'est encore un petit peu... Ouais, voilà, autre chose, c'est l'histoire dans l'histoire. En fait, j'étais avec ma belle-mère, que j'appelle maman, qui m'a élevée toute ma vie. Mais ma mère biologique, en fait, je la connaissais pas. Je savais que j'avais une mère biologique qui avait quitté mon papa, au cours de leur mariage, à 6 mois, enfin, quand j'avais 6 mois. Et donc, je la connaissais pas. Et à l'âge de 9 ans, j'ai appris que ma mère n'était pas ma mère. À 9 ans? Ouais, ils me l'ont dit à 9 ans. Après, avec le recul, je réalise que je le savais déjà. Ah, au fond de toi? Ouais, les enfants, ils savent tout. Ouais, tu ressentais? Ouais. Même si cette femme, du coup, que tu appelais... ta maman, du coup, jusqu'à là... parce que c'était, pour moi, et encore aujourd'hui, je l'appelle maman. Ah ouais. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose, enfin, voilà. Ouais. Il y avait oui, de toute façon, je pense que, comme tu dis, un enfant... Voilà. Ça, c'est tout. Donc quand ils me l'ont dit, c'était la révélation. Et en même temps, je me suis dit, ah bah je suis pas folle. Mais à 9 ans, alors j'arrive pas à imaginer à 9 ans dans quel état on en est quand on nous apprend une chose pareille. J'imagine que j'ai pleuré, sûrement, que c'était un coup de massue, parce que ça remet même si on a que 9 ans, ça remet un peu en cause la vie. J'avais une sœur, donc une demi-sœur. Ah ouais, donc voilà, tu être ta sœur, je me rends compte que c'est ma demi-sœur. Mais après, ça explique beaucoup de choses aussi dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Les comportements, les attitudes, enfin plein de choses. Cette sœur, elle est plus âgée que toi ou... Elle est plus jeune. Plus jeune, et elle savait pas la vérité alors? Non, parce qu'elle avait à l'époque, elle avait 5 ans. Donc elle était trop petite, super petite quoi. D'accord. Elle savait rien. Ok, donc à 9 ans, et alors est-ce que tu te souviens peut-être pas, mais est-ce que tu t'es dit j'aimerais rencontrer cette mère biologique? Ouais. Bah, de toute façon, tout au long de ma vie, en fait, on va retrouver ce maillon manquant, si on peut dire, qui fait que ça m'a suivi jusque dans ma maternité, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un peu le fil conducteur quelque part. D'accord. Donc ce mariage, donc vous finissez votre voilà, on finit nos études tranquillement, on s'installe.
On achète, donc on est diplômé en 2003, on achète notre première maison en 2005, toujours dans le coin, enfin voilà, on n'a pas bougé. Et puis donc ça faisait, alors en 2004, donc diplômée fin 2003, en 2004, après ma période d'essai validée, je me dis bon, on est mariés, on a pour projet de s'installer, je vais arrêter la pilule. Oui. Voilà, c'était le bon timing pour ça. Pour moi, c'était bien. J'avais même arrêté de fumer quelques mois avant, en me disant non, il faut faire les choses bien et tout. C'est bien. Oui, voilà, j'étais pleine d'espoir, pleine de bonnes résolutions. Et puis bah voilà, ça marche pas. Donc on achète la maison, on s'installe et puis on commence à attendre les copines qui tombent enceintes, etc. Ouais. Ça, un dur, peu la pression. Et en même temps, je me disais que ça allait venir, que je connaissais mon corps et je savais que je pouvais être enceinte. Enfin, je ressentais tout, les cycles, etc. Enfin, t'avais pas de soucis gynécologiques? Non, je connaissais. Enfin, j'avais l'impression, en tout cas, de bien connaître mon corps et que il fallait en plus, être aussi patiente. dans le médical, donc un petit peu déjà Oui, voilà, je connaissais un petit peu les choses et en même temps, quand on est dans le médical, parfois on réfléchit un peu trop. C'est vrai. Donc du coup, il faut essayer de prendre de la distance. Donc combien de temps ça dure cette période-là où tu te poses des questions un petit peu? Ça dure, je sais pas, ça dure presque 6-9 mois. Ouais, où on c'est attend. long déjà. Voilà, bon, en même temps j'ai que 23 ans, 24 ans. Je me dis bon, tout le monde me dit oh t'es jeune, mais en fait quand t'as envie, t'as beau être jeune, c'est, quand tu sens t'as pas envie d'entendre ça quoi. Ouais, c'est sûr. Donc j'ai insisté un petit peu auprès de ma gynécologue en disant même si ça fait pas 9 mois, parce qu'on dit qu'il faut attendre 9 mois pour pouvoir commencer à réfléchir. C'est long déjà. Hein. C'est long, 9 mois. Quand on voit le temps, les mois, en fait, c'est ça, c'est mois par mois, quoi. C'est long. Ouais. Donc elle me dit. Elle, ça l'inquiétait pas? Non, elle était pas inquiète, mais elle m'a dit on va commencer à chercher et puis comme ça on va vous rassurer et puis s'il y a besoin. C'est bien déjà ce discours-là, même si t'étais jeune, 23 ans, c'est bien qu'elle ait eu ce discours-là. Oui, et je lui disais en même temps si jamais il y a quelque chose qui va pas. Même si je suis jeune, il faut anticiper parce que après on se rend pas compte, mais il y a plein de critères d'âge, etc. qui vont rentrer en compte et puis tu as envie de savoir aussi quel est le problème, quoi. C'est ça, être rassurée. Ouais. Et donc elle pousse les examens. Voilà, donc on fait tous les tests classiques, ce qu'on appelle, enfin toutes les femmes qui ont vécu la PMA vont se reconnaître avec tout ce qui est le test de 1 heure pour démarrer, l'hystérosalpingographie, le nom à rallonge. C'est ça. J'arriverai jamais à le redire. Non. Avec des ustensiles, on se demande comment ils vont faire pour mettre ça à l'intérieur. Enfin, c'est tout, c'est que des trucs comme ça. C'est un process. Bon, et en même temps, on le fait parce que c'est pas non plus la mer à boire et que voilà, on y va, quoi. Et on a envie de savoir. Voilà. Et au final, on sait pas parce que tout va bien a priori, à part peut-être un spermogramme qui est pas au top du top, mais rien qui empêche en tout cas. Donc elle nous dit on va juste prendre un petit traitement, c'est du Clomid je crois à l'époque, pour favoriser l'ovulation et puis on va faire des inséminations artificielles. Voilà. Donc ça c'est pas très glamour, mais il y a rien de bien méchant quand on prend le traitement, on fait une écho, etc. Recueil de spermatozoïdes, etc. Voilà. Donc ça on en fait 3. Quand même. Est-ce qu'il faut attendre un certain laps de temps on peut faire une pause d'1 cycle entre les deux. Après, les recommandations aujourd'hui ont sûrement changé. Ça me paraît loin. Mais je crois qu'on a dû attendre à chaque fois 1 cycle pour que le corps se remette tranquillement. Et puis on a enchaîné. Ça reparte. Okay. Donc 3, ça pousse à 3 mois et quelques. Et ça marche pas. Et toi, du coup, t'es dans quel état psychologique? Je me dis, en fait, j'anticipe toujours en me disant, bon, alors après, il y a encore une solution. Je me dis toujours, il y a une autre solution. Enfin, on est comme ça tous les deux, on se laisse pas abattre, il y a autre chose. On imagine toujours la suite. Du coup, même lui, il était, ça va, confiant. Oui, on se dit, bon, il n'y a pas de raison, on va bien finir par y arriver, quoi. Après, je pense que c'est plus le fait de faire les examens, de devoir se déplacer, et puis pour le corps de la femme, c'est pas très sympa non plus. Donc voilà, après, c'est plutôt ça qui...
qui est plus compliqué. Ouais, voilà, il se disait bon, il y a encore ça. C'est des rendez-vous sur des rendez-vous. Ouais. C'est vrai que faut avoir le temps, l'énergie. Et... Il faut le caler, quoi. Ouais, c'est ça. Entre toute cette vie-là de jeunes adultes. Après, on n'a pas d'enfants, du coup, donc on a que ça à faire, presque, j'ai envie de dire. On travaille et on s'occupe de ça, quoi. Voilà, c'est notre vie. Ça, c'est facile à gérer. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe ces 3 mois passés Du coup, elle nous dit ça marche pas, je vous envoie à Paris voir un confrère pour faire des films. Parce qu'à Orléans, à ce moment-là, on n'avait rien, il n'y avait pas grand-chose ici. Ah ouais, donc Paris, là, 2 heures non, 1h15. Ah ouais, à peu près, ouais. Okay. Ouais, c'est pas très loin. Bon, c'est pas loin, mais il faut y aller. Voilà. Ça. Donc on prend rendez-vous, il nous dit bon, c'est simple, tout va bien des deux côtés, donc on va trouver le truc et puis ça va fonctionner, quoi. Donc traitement, injection, les hormones. Voilà, une ménopause. On se met en ménopause en fait, on crée une ménopause et puis après on déclenche les ovulations, etc. Donc le plus contraignant, c'était d'aller à Paris en phase où il fallait vérifier que les ovocytes étaient bien en train de pousser. Bah oui, donc c'était à des dates précises. Donc pendant une semaine, c'est tous les 2 jours, il faut aller à Paris, donc il faut poser sa journée. Travaillant 12 heures à l'époque. Donc je m'arrange avec mes collègues, mes copines, elles prennent mes journées, on fait des échanges. Voilà. Mais bon, c'est très rythmé, hein. Tout ce qui est FIV, il faut un calendrier parce que en fait c'est rythmé par les rendez-vous, par les prises de sang, en fait tu organises ta vie en dehors autour de ça. Ouais. D'accord. Donc on en fait 1, on en fait 2, on en fait 3. La première, alors ce qui est très frustrant, c'est que la première fois quand il fait la ponction, je me réveille et puis il me dit super, on a 17 ovocytes, vous avez bien répondu au traitement, c'est génial. Donc on repart, on se dit 17. Ça fait quand même pas mal. Donc nous on imagine déjà avoir des ovocytes au congélateur, voilà, pour essayer éventuellement si ça fonctionne pas. Sauf que quand on va à Paris, déjà ils nous appellent en disant bon écoutez sur 17 il n'y en a plus que 10. Certains n'étaient pas assez matures, donc ça c'est normal. Donc il en reste 10. Donc on se dit bon ça va, c'est encore pas mal. Quand même 10, on se dit ouais ça va. On va à Paris et quand on arrive, je me dis c'est bizarre, il a pas l'air aussi enjoué que les premières fois. Ah ouais. Donc sur les 10 il n'y en a plus que 5. Ah oui, ok. Et sur les 5 on en a je sais plus combien. 3 qui n'ont pas évolué, donc voilà, et il en reste 2 qui sont moyens. On passe de 17 à 2. Waouh. Ah oui, là c'est pas la même chose quand même. Bah oui, ça met un peu une claque. Ah oui, et en plus ils sont moyens, il te dit, les 2 restants. Alors maintenant je me dis, il a été sympa, il nous a dit qu'ils étaient moyens, il les a implantés, en tout cas il les a mis, mais je pense qu'ils étaient vraiment très très moyen, mais que après avoir fait tout un parcours, on peut pas dire aux femmes on fait rien. C'est tellement difficile, c'est tellement d'investissement, d'espoir que on peut pas dire repartez chez vous, en fait on va rien faire. Après toute cette route en plus, se déplacer en sachant qu'il y en a 17, après c'est compliqué. Donc il en a mis 2 et puis ça a pas fonctionné. Donc on a fait ça 3 fois. Et au fur et à mesure où on essayait, il nous disait il faut penser à autre chose, il y a le don d'ovocytes éventuellement, puisque on sait que les spermatozoïdes, on les sélectionne, on a des techniques, donc on sait que ceux qu'on choisit sont de bonne qualité, donc il n'y a pas de raison. Peut-être un don d'ovocytes. Mais là, ça voulait dire que du coup, ton mari ne serait pas le père biologique de cet enfant ? Si, justement, on prend le spermatozoïde et par contre on prend l'ovule d'une femme. Donc ça aurait été l'inverse. Toi, tu n'aurais pas été la maman biologique. Mais je le portais. Mais tu l'aurais porté. C'est super. La symbolique est quand même là. Oui. Alors après, il m'a fallu quand même, c'est facile à dire comme ça, mais il m'a fallu un certain temps et du travail sur moi-même pour me dire que je pouvais porter l'enfant qui n'était pas de moi. Et puis de toute façon, j'avais envie de tenter, lui aussi, donc il m'aurait pas forcé. Hein. On commençait déjà à penser à la suite malgré tout, en se disant si ça fonctionne pas, on veut quand même des enfants, on va pas s'arrêter là. Donc on avait déjà pensé à l'adoption, mais en me disant on va pas se lancer dans le projet tout de suite parce que c'est aussi un gros morceau. Donc on va faire les choses une par une et on va essayer de vivre à fond ce qu'on est en train de vivre là et on verra après pour l'adoption.
On va faire étape par étape. On a quand même fait le don d'ovocytes. Alors il faut savoir qu'en France, je pense que ça n'a pas tellement changé. Pour avoir un don d'ovocytes, il faut se mettre sur liste d'attente et il y a en moyenne 5 ans d'attente. Parce que le don en France n'est pas rémunéré. Donc les femmes qui donnent leurs ovocytes, en échange, elles ont juste un remerciement du labo quand même, mais... et de toutes les femmes qui sont en attente, mais il n'y a rien d'autre. C'est pas comme en Espagne par exemple où elles sont rémunérées. Exactement. Donc il y a très peu de dons. Ça c'est bien triste. Hein. Ouais, c'est compliqué. Mais par contre, si on trouve une donneuse, nous, qui donne à la banque, et nous, en échange, on a un ovocyte d'une personne qu'on ne connaît pas, puisque ça doit rester anonyme. En fait, c'est donnant-donnant. Vous nous trouvez quelqu'un pour remplir nos stocks, et nous, en échange, on avance votre dossier. Et on a trouvé quelqu'un. C'est vrai. Alors, on n'a pas demandé, parce que je me voyais pas dire à mes copines, au fait, tu fais quoi de tes ovocytes? Est-ce que ça te tente? J'imagine. Est-ce que ça te tente de te faire les piqûres pendant 15 jours, les échos, etc. Enfin, c'est compliqué de demander ça. C'est clair. Donc, mes copines me disaient, oh, je suis désolée, j'aimerais bien t'aider, mais je peux pas. On est toutes dans l'âge où on a des enfants, donc elles sont pas du tout dans ce projet-là. Et il faut avoir moins de 35 ans aussi. Ah, d'accord, il y a pour des la critères qualité, comme ça. Ouais, moins de 35 ans et avoir déjà eu un enfant vivant, pour s'assurer de la qualité des ovocytes. Donc ça restreint quand même pas mal les choses. Ah ouais. Et il faut demander, comme tu dis, à des amis, c'est super délicat, c'est compliqué de se dire après quelqu'un qu'on connaît pas. C'est ça, et puis elles se dire que potentiellement elles ont dans la nature un enfant qu'elles ne connaîtront jamais. Alors c'est juste une petite partie d'elles, mais quand même, ça reste génétiquement leur enfant. Donc on n'a pas demandé, et j'ai une de mes collègues qui avait un enfant, qui rentrait dans les critères, et qui m'a dit, qui était célibataire, et qui a dit, écoute, moi je demande à personne, je suis ok avec ça et je le fais. C'était une chance incroyable. Donc grâce à ça, grâce à elle, on a pu bénéficier d'un don. Ça a pris un peu moins d'1 an. Et quand même, c'est long, quoi. Alors pendant ce temps-là, on a rechangé de maison, du coup. Ah, c'est vrai. Voilà, mais des fois, ça aussi, déjà, ça occupe l'esprit. Ça aurait pu débloquer quelque chose. Hein. Ouais. Donc on a rechangé de maison et puis on a fait cette tentative qui n'a pas fonctionné. Avec des ovocytes qui étaient superbes. Comme quoi, quand ça veut pas, ça veut pas. Et puis toi, ton corps était ok, quoi. Enfin, tout était ouvert, quoi. Oui, on n'a jamais été étiqueté, en tout cas, avec une stérilité l'un comme l'autre. Après, voilà, on se dit pas parce qu'il fallait pas et qu'il y a autre chose qui nous attend. Ouais, mais je crois que c'est très dur, je pense, mais c'est fort de se dire ça déjà après tous ces échecs. De rebondir et de se dire bon allez, c'est qu'il y a autre chose effectivement qui va nous arriver, quoi. Bon, alors là je le dis comme ça, mais j'imagine la déception. J'ai utilisé beaucoup de paquets de mouchoirs, beaucoup. Oui, parce que c'est injuste, ça paraît injuste parce que il y a rien qui. En fait, t'as pas de réponse aussi. C'est ça aussi qui est difficile. On n'a pas de réponse sur pourquoi et pourquoi moi et pourquoi nous. C'est ça. Enfin voilà, pourquoi. Donc la dernière FIV, enfin la dernière prise de sang avec le résultat, c'était, je me souviens, le jour de mes 29 ans. Ah ouais. Pour mon anniversaire, où j'ai dit au labo, il n'y a pas moyen que je vienne jusqu'au labo, je vous appellerai parce que je me déplace pas pour m'effondrer devant tout le monde, parce que je sentais déjà que ça n'avait pas marché. J'avais déjà les signes des règles qui allaient arriver, enfin, j'ai toujours tout ressenti très fort. Tu connaissais bien ton corps. Voilà, je ressentais aussi, quand on avait fait les FIV quelques jours après, des douleurs, mais vraiment très très fortes. Enfin vraiment comme des contractions, enfin j'en ai jamais eu, si pas de femme enceinte, mais j'ai eu des contractions avec tous ces traitements, et vraiment je me dis si c'est ça l'accouchement, j'en ai une petite idée, et vraiment c'était affreux, et donc je me disais c'est ça, quoi, c'est mon corps qui expulse, qui dit non, ça peut pas marcher. Donc je savais que ça avait pas marché. Effectivement, le labo, je les ai appelés, ils m'ont dit non, on est désolé, voilà. Donc à 29 ans, tu avais commencé à peu près vers 23... oui, je pense que vers 24 ans, on avait commencé les premières démarches. Oh là là. En tout cas, les premiers essais. Oui, donc c'est très long, quoi. Oui, c'est très long. Ok. Et là, du coup, dans votre couple, dans votre état d'esprit à chacun, et là, ça quand même... Ça change. On a eu de la chance.
Alors je sais pas si c'est de la chance ou si on a fait en sorte que, mais ça nous a pas du tout éloignés, et au contraire. Donc ça aurait pu. Hein, oui, il y a des couples qui se séparent parce que c'est difficile. J'ai un mari qui est très à l'écoute et qui a été très compatissant aussi, qui m'a toujours accompagnée dans tout. Mais c'est compliqué d'échouer à chaque fois. Et de devoir se relever aussi, parce que pour l'autre, pour soi-même. Et puis les gens qui sont bienveillants, mais qui, sans vouloir être désagréables, mais si ça va marcher, mais non, c'est pas grave, mais non. Les faux beaux conseils, voilà. C'est terrible, parce que c'est vrai que ça part pas d'une mauvaise intention. Non, c'est pas méchant, mais au final, ça n'aide pas plus que ça, quoi. Donc, le jour de mes 29 ans, je lui dis, écoute... en plus il travaillait, j'étais toute seule à la maison, ma sœur est passée me remonter le moral un petit peu quand même, et le soir je lui dis on va faire le dossier d'adoption en fait, on va pas attendre, on a déjà perdu trop de temps maintenant, donc alors c'est pas du vrai temps de perdu parce que ça nous a permis de mûrir aussi un petit peu et de réfléchir, mais il fallait qu'on avance, on n'allait comme ça attendre sachant que tu savais à ce moment-là à peu près combien de temps une adoption en France ça peut se faire. Alors oui, on avait une idée, de toute façon c'était un petit peu renseigné, et l'adoption, alors déjà il faut commencer par avoir l'agrément, quoi qu'il arrive. Et selon les départements en France, c'est plus ou moins long. Donc nous dans le Loiret c'est à peu près 1 an. Pour juste avoir l'agrément. Voilà. L'accord, en gros, c'est ça, un accord. C'est juste un accord, vous avez le droit d'être parent. Waouh. Avec rendez-vous psychologue, rendez-vous assistante sociale qui vient visiter la maison, rendez-vous, je me souviens plus, mais enfin voilà. Pour savoir un peu de situation professionnelle, dans le couple aussi peut-être. Pour voir si on est capable d'assumer un enfant. Après, on ne demande pas aux gens qui ont des enfants de façon naturelle s'ils sont capables d'en avoir. Ça serait. Peut-être qu'il vaut mieux pas d'ailleurs, mais en tout cas, on leur demande pas. De ne pas pouvoir avoir d'enfants naturellement, il faut qu'on se justifie encore. En plus, encore une fois, de demander de l'aide, en fait, d'avoir le droit d'adopter. Bon, c'est comme ça, mais. mais sur le coup, on a. C'est encore lourd, quoi. Ouais, on a juste envie de gueuler. C'est ça. de crier, de dire stop. Enfin, c'est pas juste. Mais bon. Mais donc tu commences ce dossier-là, tu ouvres le dossier, ça y est. On ouvre le dossier, on fait tous nos rendez-vous. En plus, c'est des rendez-vous, il faut y aller. Après, ce qu'on en tire en bien ou en pas bien, c'est pas ça qui compte, il faut se présenter au rendez-vous, il faut signer, on est venu. Voilà, bon, on l'a fait. Et pour mes 30 ans, on reçoit l'agrément. Wow. Voilà. Oui, du coup, 1 an après. Voilà, un an après. Pour mes 30 ans, donc on annonce à toute la famille, aux amis, on a le droit d'adopter. Ouais, déjà, c'est une première étape. Mais c'est quand même une étape, j'imagine qu'il y a des refus, donc... Oui, alors après, je sais pas s'il y a beaucoup de refus, mais nous, on rentrait bien dans les cases. On était mariés, on avait un boulot, on avait une maison... On gagnait notre vie, enfin... Tout était ok, il n'y avait pas de raison. Mais c'est quand même un peu le Graal, quoi, en se disant... En fait, ça nous donne le droit d'imaginer de pouvoir devenir parents. C'est ça. Le droit à la suite, à poursuivre un peu l'histoire, quoi. Ouais. Ok. Du coup, là, j'imagine que l'état un peu d'euphorie, tu te dis, waouh, ça y est, on peut commencer vraiment à imaginer cette vie-là, à se dire que peut-être que bientôt il y aura un enfant ici, dans cette maison. Oui, on se projette. On imagine plein de choses. Et pourtant, la galère est loin d'être finie. Ah ouais. La prochaine étape, quand on passe l'agrément, on doit leur dire pour quel enfant, en tout cas quelle tranche d'âge, et si on va adopter à l'étranger ou en France. Donc nous, on voulait un petit, puisque on était encore jeunes, donc voilà. Alors la solution, c'était donc soit en France, les enfants qui sont adoptables en France, il y en a très peu. D'accord. Il faut qu'ils soient nés sous X. Tant qu'il y a un attachement à un parent, tant qu'il y a un lien avec la famille, on peut pas les adopter. Donc, ce qui représente très très peu d'enfants, puisque les enfants qui sont retirés à leurs parents, par exemple, il y a toujours les parents. Et oui. Donc ils sont pas adoptables, ils ont des parents, ces enfants. Sûr. Donc même s'ils ont été enlevés, ils sont placés, on va dire, en attendant de savoir ce qu'on fait, quoi. Mais ils ont des parents. Ok. Donc c'est des enfants nés sous X. Donc heureusement, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr. Il faut voir ça comme ça. Mais du coup, pour les parents qui sont en attente, ça réduit beaucoup. Ah ouais.
Donc ils nous disent si vous voulez partir sur un enfant né en France, il n'y a pas de souci, l'attente c'est environ 5 ans. Il n'y a pas de souci, l'attente c'est environ 5 ans. Ah non, il n'y a pas de souci. Non, mais on a l'habitude d'attendre. Waouh. Ou à l'étranger, mais là après c'est à vous de faire les démarches. Donc on avait laissé le dossier pour la France en cours en se disant bon, un jour ils nous appelleront en disant on a un petit qui vous attend, voilà. Et puis quand même on réfléchit, on se dit à l'étranger, on prend les premières infos, donc on écrit à l'AFA qui est l'Agence française de l'adoption. Donc eux, ils gèrent toutes les adoptions, on envoie un dossier, on leur envoie une lettre, ils nous envoient un dossier, moi je me souviens de l'enveloppe que j'ai reçue épaisse comme ça, avec tout un nombre de documents à leur fournir et à renvoyer, et après on est en attente. Et en fait on demande un pays en particulier. D'accord. Donc il y a ça. Il faut choisir déjà ça en amont aussi. Alors moi je parle de ça, c'était en 2000... que je dise pas de bêtises, c'était en 2010. En gros, de toute façon, il y a quand même l'AFA et les OAA. Donc les OAA, c'est les organismes agréés pour l'adoption. Donc ça, c'est des associations qui travaillent, qui sont autonomes et qui travaillent pour des pays en particulier et qui se débrouillent seuls. Voilà, c'est des organismes à part entière. Et donc l'AFA, j'ai laissé tomber parce que quand j'ai vu le dossier comme ça en me disant je vais rester 6 mois sur un bout de bureau, c'est pas possible. Alors c'est pas de leur faute parce que ils reçoivent tellement de demandes que c'est pas gérable. Et moi, je voulais que ça avance quoi. Enfin, on voulait, je dis beaucoup de jeux, mais on est 2 à chaque fois. Bien sûr. Il faut que ça avance. Donc je prends la liste des OAA qui sont autorisés dans le département, parce que c'est par département. Je sais plus, il y en a peut-être 15, j'écris au 15. Je regarde pas le pays, enfin on regarde pas le pays, on écrit au 15. En se disant, il y en a bien un qui va nous répondre. Quand même. Et ben, il y en a qu'un qui nous a répondu. Alors tous ont dit non, parce qu'ils étaient débordés. C'est vrai, c'est pour cette raison-là. Trop de demandes, ou vous ne correspondez pas aux critères. Parce que parfois il faut avoir plus de 35 ans, 10 ans de mariage. Alors nous on était déjà mariés depuis. Vous étiez mariés jeune. Ouais. Pour le coup. Ouais, on n'a pas regretté. Hein. Donc on avait déjà tout ça, mais voilà, il y a des critères en plus. Donc un seul est revenu positif. Alors il y en a eu 2 ou 3. On est allé à Lille pour rencontrer une OAA et c'était pour Haïti. Haïti et je sais plus l'autre pays, la Colombie je crois. Mais en tout cas, ils nous ont reçus gentiment en nous disant on va pas vous mentir, le séisme en Haïti c'est compliqué, donc pour l'instant on a fermé les portes parce qu'il y a eu des enfants qui ont été adoptés qui avaient des parents, mais comme les parents là-bas n'avaient plus de moyens, ils donnaient leurs enfants en disant qu'ils étaient orphelins pour leur laisser une chance. Tellement désespérés. Alors t'as des parents qui sont désespérés parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, et t'as des parents qui sont désespérés parce que ils ont peur que leur enfant meure parce qu'ils n'ont plus les moyens de les nourrir quoi. C'est super dur. La vie est vraiment il y a les deux opposés et on est confronté aussi à ça, à se dire nous on se plaint, on galère, mais en fait de l'autre côté regarde ce qui se passe. Donc on est reparti de Lille en se disant c'est cuit, ce sera pas cette solution. Donc il restait que l'organisme à Paris qui s'appelle Rayon de soleil de l'enfant étranger. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. C'est connu, non, je pense. Oui, je pense. Ouais. Après il faut s'intéresser un peu à tout ça, mais c'est pas un nom, c'est quand même une OA qui est assez importante. D'accord. J'imagine. Et donc ils nous ont dit non, mais réécrivez à partir du 1er janvier. Donc l'année d'après. Ça peut changer. Voilà, donc l'année d'après. Ok. Donc pas de souci. Je vais déjà faire la lettre, je l'enverrai en janvier. Donc ça c'était pour mes 30 ans. Ouais, 30 ans, ouais. Ouais, donc du coup on a attendu la fin d'année puisque je suis d'octobre, on a attendu et puis dès janvier. Ah oui, donc ça va, c'était pas trop éloigné non plus, mais bon, encore une fois ça rajoute ça rajoute un peu. Mais alors juste pour la parenthèse, toi, est-ce que ça t'a ramené à ce moment-là à des choses, parce que sachant que t'étais une enfant, c'était pas la même adoption, mais il y avait une forme de un peu de recherche, peut-être qui pouvait revenir. Est-ce que ça t'a... c'est vrai que pendant toutes les FIV, etc.,
on m'a dit aussi, est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme, parce qu'il y a aussi la part psychologique, et je me disais peut-être que j'ai un blocage à cause de ça. Mais tu le ressentais pas en tout cas Non, je le ressentais pas, donc j'avais quand même rencontré une psy pour discuter un petit peu avec elle, pour essayer de voir si voilà, il y avait un blocage de ce côté-là, et puis je me suis dit bon, peut-être qu'il est temps maintenant aussi pour moi de chercher à retrouver mes origines. Ben ouais, parce que... C'est peut-être l'occasion. À 9 ans, bon, voilà, c'est sûr que c'est pas pareil qu'à 25 ou 30 ans. Et puis je pense que je m'interdisais aussi d'y penser, parce que je voulais pas peiner ni ma mère ni mon père. Alors mon père n'était plus là, donc je pouvais plus lui faire de peine. Parce que je savais que pour lui c'était compliqué de savoir que je pouvais chercher ma mère, puisque leur séparation n'avait pas été simple. Et puis ma mère, oui, forcément ça fait de la peine, elle m'a élevée, mais en même temps on peut pas en vouloir à un enfant de chercher ses origines. Donc je l'ai fait avant l'adoption, enfin en tout cas avant le début des papiers de l'adoption. Plus pendant les FIV. D'accord. Et on s'était retrouvés, Ah oui. Oui, ça n'a pas été très compliqué finalement. Alors c'était pas l'époque des réseaux sociaux. Oui, parce que bon, là aujourd'hui c'est facile, c'est presque. Facile, non mais on se rend pas compte. Mais non, à ce moment-là, non. Tant qu'on l'a pas vécu. Mais à ce moment-là, en 2000, je crois que c'était, je sais plus, mais c'est entre 2005 et 2010 en fait. Il y a pas tout ça, il y a pas. Comment t'as fait? T'as engagé quelqu'un? Non, j'ai fouillé parce que ma grand-mère, mon grand-père était décédé entre-temps et ma grand-mère avait gardé quelques papiers quand même. Et puis ils avaient des infos, pour le coup, il l'avait connu. Il connaissait son nom. Ah ouais. Voilà, enfin j'avais son nom, je savais ce que faisaient ses parents, mais je savais pas où elle habitait. Et dans quelle région? Est-ce qu'elle était restée là ou Non, je savais qu'elle était d'Alsace, mais au final c'est pas en Alsace que je l'ai retrouvée. J'ai retrouvé sa mère en Alsace, mais elle était pas en Alsace. Elle était pas très loin de chez nous, en fait elle était à 2 heures de chez moi. C'est pas vrai. Toute ma vie, elle a vécu quasiment à 2 heures de chez moi, quoi. Et alors, du coup, tu l'as contactée par téléphone? Ouais, alors j'ai retrouvé ma grand-mère que je suis allée voir en Alsace à l'occasion d'un voyage en amoureux comme ça. J'ai dit allez, je vais chercher pendant qu'on y est. Donc on l'a retrouvée, on est allé la voir. Donc elle était toute seule puisque son mari était déjà décédé. Elle était au courant de ton existence? Oui, parce qu'en fait j'ai vécu jusqu'à mes 6 mois avec mon père, ma mère. J'ai été baptisée. 6 mois, c'est sûr que c'est dur de cacher un bébé. Une grossesse plus 6 mois, oui. Donc non, je faisais partie de la famille. Enfin, ils se sont séparés. Et elle est partie de son côté et elle a tout laissé. Voilà, mon père a pas voulu qu'elle parte avec moi parce qu'il perdait sa femme, il voulait pas perdre sa fille. Et puis elle, je pense qu'elle a fait aussi un baby blues très très fort. Mais à l'époque, c'est pareil, on parlait pas de ces choses-là. C'est clair. La pression familiale, enfin c'est voilà. Après, j'ai jamais voulu rentrer dans le jugement en disant c'est de sa faute à elle ou à lui parce que trouver un coupable, bon. De toute façon, ça changera rien. Mon père est plus là pour se défendre. Bien sûr. Ça changera pas l'histoire, quoi qu'il en soit. Non, ça change rien et j'avais pas envie de toute façon de rentrer là-dedans. Je pense que t'avais, en plus de ça, t'avais pas toute cette énergie à perdre, entre guillemets, là-dedans. Enfin, t'avais déjà tellement sur toi. Pour tes projets. Ouais, le but c'était juste de m'apaiser, mais pas de déclencher. Et au contraire de désamorcer un trauma qui aurait pu être la cause de ce blocage-là dans ton corps, dans ton esprit. Et donc tu as pu la rencontrer. Donc oui, je l'ai rencontrée. Elle m'a écrit, parce que je lui ai envoyé une lettre. Elle m'a répondu et on a fini par se téléphoner et se voir. Et alors c'est pas comme dans les films. Où on se saute dans les bras non, ça doit et être on pleure. Très particulier. Enfin, moi, je l'ai pas vécu comme ça. J'étais heureuse, elle était heureuse, on s'est raconté plein de choses, mais et puis j'ai découvert des demi-frères et sœurs puisqu'elle avait refait sa vie avec un homme avec qui elle est toujours et elle a eu 4 enfants avec lui. Elle en a eu 4. Et alors, elle fait encore partie de ta vie, enfin, après ça, est-ce que... Oui, on a toujours des contacts, mais on se voit très peu. Elle est repartie en Alsace. On s'envoie des messages, on s'est pas vu depuis longtemps, mais il y a toujours un contact parce que je peux pas l'appeler maman, je peux pas non plus l'appeler par son prénom, donc il a fallu trouver un petit truc qui soit entre nous. Et puis on essaye de garder un lien parce que j'estime que si j'ai fait les démarches pour la retrouver, maintenant je peux pas lui tourner le dos.
c'est compliqué de créer un lien. J'avais 25 ans quand on s'est retrouvés, c'est compliqué. On a tellement d'années derrière. Voilà, c'est pas un lien de mère et fille, c'est pas possible. Et en même temps, il y a quelque chose de fort qui nous attache, forcément. Bien sûr. Donc, on en revient à ce dossier-là que tu renvoies du coup en janvier. Ouais. En janvier, et ils nous répondent que oui, ils acceptent de nous rencontrer pour commencer des démarches avec nous. Assez rapidement ou... Quelques mois après. Ah ouais, encore? Ah bah oui. C'est jamais quelques jours, quoi. C'est toujours... non, en adoption, les jours n'existent pas. C'est fou. Jamais. Okay. Non, c'est forcément semaine ou mois. Alors, vous vous rencontrez, et il t'explique un petit peu... Voilà, il nous explique. Alors déjà, le pays avec lequel il travaille, c'est la Corée du Sud. Donc déjà, on sait que si l'adoption aboutit, ce sera un enfant de Corée du Sud. Donc nous, on est ravis. Enfin, en même temps, on n'avait pas de choix particulier. Et du coup, en parallèle, on dit bon bah la France, stop quoi. Enfin, notre choix, il est pour un enfant à l'étranger parce que c'est très loin en France aussi et que moi, bizarrement, je ne veux pas avoir un enfant qui me ressemble. Ah. Non, mais c'est vrai, c'est important. Alors, parfois, les gens me disent, mais pourquoi? Enfin, au contraire. Bah, moi, toute ma vie, j'ai vécu avec donc ma belle-mère, et les gens disent, oh, qu'est-ce qu'elle ressemble à sa maman, elle a les mêmes cheveux. Et moi, à l'intérieur, je savais que c'était pas vrai, et j'avais pas le droit de dire que c'était pas ma mère, parce que mes parents voulaient pas que ça se sache. Donc, il y avait une espèce de secret comme ça, de surtout, faut rien dire. Et... Du coup, moi, j'avais juste envie de hurler en disant, mais c'est pas ma mère. Pas méchamment contre elle, mais parce que c'était pas la vérité. Maintenant que je savais la vérité, pourquoi je pouvais pas le dire? J'avais pas envie, même si j'aurais sûrement pas fonctionné de la même façon avec mon enfant, mais je voulais pas qu'il puisse se dire, bah non, c'est pas ma mère. Et oui. Ah ouais. Voilà, donc je me suis dit, quitte à adopter, eh ben il sera complètement différent. Et mon mari était d'accord, donc ça tombait bien. Enfin, bon, voilà, on a toujours été sur la même longueur, de ce côté-là. Donc j'ai dit bah non, en fait, moi je prends pas le risque, même si en France il y a beaucoup de métissage. Oui. Le risque, je sais pas si on peut dire un risque, mais pour moi c'était un risque. Toi tu l'avais vécu, donc en fait, tu voulais pas en faire. Je veux pas. Donc là au moins celui qui dit que physiquement on se ressemble. Il y a quand même un souci. Un problème. Voilà, donc on part à l'étranger. Ok. Donc le dossier, on monte le dossier, ça prend du temps, et on nous annonce qu'il faudra aller en Corée 2 fois. Ah ouais. Avant, dans les années 80, les enfants arrivaient directement à Paris à l'aéroport, les parents les attendaient, et voilà, c'était les retrouvailles. Et c'était jamais vu avant du coup? Non. Alors que nous, il fallait y aller une première fois, rencontrer l'enfant, revenir en France, et repartir quelques mois après pour aller le chercher. D'accord. Alors je sais pas si c'est mieux ou pas, parce que repartir sans son enfant, ça doit être dur. C'est pas facile non plus. Et pour lui aussi. Et pour lui aussi, et donc bon, je sais pas quelle est la meilleure solution. En tout cas, c'était comme ça. D'accord. Et moi qui étais une phobique, les gens qui me connaissent savent bien, une phobique de l'avion, je me suis dit, quand ils m'ont dit il faut y aller 2 fois, je me suis mise à pleurer. Ils m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Bah je veux pas prendre l'avion. C'est combien d'heures de vol là en plus? 10 heures. Ah ouais, c'est pas rien. Ouais. Si, faut le prendre. Oh là là. Ah non, je le prendrai pas. C'est pas vrai. Donc il fallait déjà travailler. Il fallait que j'avale ça aussi. Qui n'est pas rien quand c'est des vraies phobies, des vraies peurs. Ah bah oui, non, c'est 10 heures de vol. Ouais. Aller. Voilà. 10 heures retour. Fois 2. Donc c'est quand même long. Ok. Et donc là, on est en 2010. Enfin, 2011 même, quasiment, 2011. Donc on fait le dossier, on monte tous les papiers. Alors c'est loin maintenant, ça fait plus de 10 ans, donc j'ai sûrement oublié plein de choses. Mais en tout cas, on a bien galéré parce qu'ils étaient en pleine ratification de la Convention de la Haye. Donc c'est les règles pour l'adoption dans leur pays, avec les autres pays. Oh, purée. Donc on tombait vraiment pas au bon moment. Oh là là. Donc il a fallu qu'on fasse des traductions supplémentaires. Donc tout ça c'est payant, bien sûr. Payer un traducteur, payer l'association, payer, payer. Ça fait partie de l'adoption. C'était vous? Ah bah l'avion aussi. Donc les 2 voyages. Faire un voyage quand même ou pas en même temps parce que. En fait le premier voyage on est resté 10 jours. C'était bien aussi peut-être de s'imprégner de la culture. Aussi. Avec le recul je me dis mais c'était merveilleux. Enfin. C'était une chance de pouvoir visiter ce pays et découvrir son pays d'origine. Donc, mais on n'est pas parti tout de suite, ça a été long, il y a eu plein de
On est parti en 2014. 2010-2014, 4 ans. C'est pas possible. Je 4 ans de galère, ouais, d'attente. Et alors... Mais on se rend pas compte là, parce que là tu le dis, voilà. Pour moi maintenant on déroule l'histoire, oui. Mais quand on y est, j'ose même pas imaginer en fait. Là, la patience qu'il faut. En fait, c'est 10 ans. Ouais. Parce que j'ai arrêté la pilule en 2004 et il est arrivé en 2014. Oh là là. Et j'avais toujours dit à mes copines, quand j'entendais les histoires autour de moi, je disais, non mais attends, ils ont attendu 10 ans, c'est pas possible, ils ont traîné. Bah non en fait. Ouais. Non, je comprends maintenant pourquoi ils ont mis 10 ans. Non, ils ont pas traîné les pauvres. Donc pendant 4 ans, donc votre vie qui continue malgré tout, parce qu'il faut continuer de vivre. Ouais, c'est ça. Donc on continue, notre vie classique, on bosse, on va pas à l'étranger parce que moi je prends pas l'avion, mais oui, voilà. Mais on profite, on part en vacances, en week-end. Voilà. Mais en se disant toujours, on l'attend. Le pire, c'est que on a eu sa photo, si je dis pas de bêtises, en 2012. Ah ouais, vous avez déjà montré. Ils nous ont envoyé une photo, enfin normalement ils n'ont pas le droit d'envoyer de photos, donc faut surtout pas le dire. On ne répétera pas. Voilà. En fait, ils nous ont appelé un jour pour nous dire, ça y est, on a un enfant pour vous. Mais alors là, ça se passe comment? C'est trop bizarre de dire ça, mais ils vous le réservent pour vous? C'est sûr que ça sera lui? Alors oui, sinon on accepte. C'est-à-dire que en Corée du Sud, ils ont le HOLT, donc c'est l'agence de l'adoption là-bas, qui travaille avec l'OA en France et ils leur proposent des enfants par rapport à notre dossier. D'accord. Par rapport à nos critères. Alors certainement qu'ils mettent en lien l'histoire de l'enfant, sa famille, avec notre histoire à nous. Et ils essayent de trouver, alors je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas voilà, ils se disent tel enfant on va l'attribuer à telle famille et tel enfant à telle famille. Oh là là. Donc ils nous appellent un jour comme ça, le téléphone sonne. Alors je dis toujours la même chose, mais moi je trouve ça très rigolo comme situation. J'étais en train d'éplucher des pommes de terre pour faire un gratin et je dis toujours, c'est un peu comme une femme qui perd les os. Elle se souvient de ce qu'elle faisait quand elle a perdu les os. Enfin, j'imagine pour ton premier. Ouais, oui, tout à fait. Tu te souviens de ça? Moi, j'ai pas perdu les os, mais je me souviens que quand on m'a dit que c'était un petit garçon, j'étais en train de faire un gratin de pommes de terre. C'est incroyable. Mais comme quoi ça marque, autant. Ah oui. Et donc mon mari décroche et je vois à son visage que c'est quelque chose d'important. Et donc je le suis avec ma pomme de terre et mon économe partout dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Et il raccroche, il me dit ça y est, c'est un petit garçon. Ouais. Oh, frisson. Donc on se dit waouh, on avance et tout, ça y est. Mais du coup, à partir de ce moment-là, t'as qu'une envie, c'est d'aller le voir. C'est ça. Garçon. Donc on nous dit oh là là, mollo, c'est pas tout de suite. Il faut déjà que vous acceptiez cet enfant. Donc il faut venir à Paris, voir le dossier, sa photo et nous dire si oui ou non vous acceptez. Bon, évidemment que par téléphone, on lui dit bah oui, on accepte. Ah non, ça marche pas comme ça, il faut venir. Donc on lui dit ok, mais donnez-nous une photo. Enfin, on peut pas attendre. Quelque chose. Je sais plus, c'était 3-4 jours plus tard à Paris, il fallait qu'on y aille. Donc on a dit envoyez-nous une photo. Tu dors pas là pendant 3 jours. Oui, on l'imagine. Donc elle dit j'ai pas le droit de le faire, mais bon. Trop sympa. Je vais quand même vous envoyer une photo, mais vous la montrez à personne. Non. Non, mais non. Non. Donc on a reçu la photo, donc déjà voilà, c'était lui quoi. Enfin, ça y est, on l'aimait. C'était évident quoi, tu l'as vu, c'était une évidence. Et mes beaux-parents habitent juste à côté de chez nous, donc bien sûr on est allé chez mes beaux-parents avec la photo. Et le gratin. Non, le gratin, je sais même pas si je l'ai mangé du coup. En tout cas, on a partagé la photo parce que mon mari a 5 sœurs. 5 grandes sœurs, c'est le dernier. Donc on a envoyé la photo à toutes les sœurs, on dit est-ce qu'il vous plaît, c'est votre neveu, mais surtout faut pas le dire. C'est trop beau. Voilà. Et t'avais d'autres infos à ce moment-là? Il avait quel âge ce petit garçon? Alors quand on a eu la photo, il avait 6 mois déjà. Ah ouais, c'était un bébé quoi. Ouais. Ah, il avait 6 mois et donc quand on est allé à Paris, on s'est dit c'est bon, on fait nos valises. Non. Non. Il a fallu attendre encore donc 2012-2014, 2 ans. En sachant que il grandissait. C'est bon, voilà, il grandissait. T'avais dit ok, on le veut, c'est le nôtre, c'est notre petit garçon, on l'adopte. Et en fait, pendant 2 ans, il est tout seul parce que t'es déjà sa maman quoi. Tu te dis j'ai un petit garçon qui n'est pas avec nous, ça doit être terrible. Alors en Corée, ça dépend. Après, il y a des orphelinats, mais nous le HOLT en fait, les enfants qui sont donnés à l'adoption, souvent des garçons en Corée du Sud parce que
quand on a un garçon en tant que femme célibataire, donc né hors mariage, ou d'adultère, ou enfin voilà, hors mariage classique, les garçons sont rejetés parce qu'ils portent le nom de leur mère toute leur vie. Donc toute leur vie, il y a une espèce de honte qui pèse sur leurs épaules parce qu'ils sont l'enfant de personne. Donc souvent, quand c'est une fille, elle va changer de nom, elle va se marier, mais pas le garçon. Donc souvent, ce sont des garçons qui sont donnés à l'adoption. Lui, il était en famille d'accueil. Donc les enfants, soit vont à l'orphelinat s'ils sont abandonnés, on va dire, comme ça, un peu n'importe où dans la rue parfois, ou dans les hôpitaux. Et quand c'est le Holt qui récupère les enfants, il les place dans des familles dès la naissance, en fait, dès qu'ils ont ces enfants. Donc il a vécu de sa naissance jusqu'à ses 2 ans et demi, dans une famille avec un papa, une maman, et ils avaient déjà des enfants, donc avec des demi-frères, c'était des garçons d'ailleurs, des demi-frères. Donc il a appelé cet homme et cette femme papa, maman pendant 2 ans et demi. Mais il les prépare, ils leur disent que c'est leur maman pour l'instant, mais ils vont avoir une nouvelle famille ailleurs. Ils lui ont expliqué qu'il allait partir en France. Dès tout petit, il les prépare. Avec nos photos, avec les photos de la maison qu'on a envoyée, par exemple. Enfin, ils sont préparés, donc ils savent qu'ils vont partir. Ils savent qu'on l'attend. Waouh. Et donc pendant ces 2 ans et demi, on reçoit des bilans médicaux, pas tous les mois mais presque, avec son poids, sa taille, ce qu'il sait faire, ce qu'il sait pas faire, ce qu'il a appris, ce qu'il mange, des photos de lui. Donc on le voit grandir, c'est génial. Et en même temps, ça nous rappelle que on a loupé ses premiers pas, on a loupé ses premiers vrais repas, on a loupé plein de choses. Et on nous dit mais c'est pas grave, tu vas vivre plein de choses. Alors oui, c'est pas pareil mais j'ai quand même ces 2 ans et demi de trou. Donc là, c'est long. 2 ans, c'est très long. J'imagine qu'à la maison, tout était prêt déjà pour l'accueillir correctement. On avait préparé la chambre. Alors mon mari m'avait un petit peu freiné parce que sinon moi j'aurais bien acheté déjà tous les vêtements et il a bien fait parce que sinon il les aurait jamais portés. C'est clair. Ça aurait pas été à la bonne taille. Donc on s'est quand même raisonné, mais oui on avait. Mais il était attendu comme on entend un enfant que tu portes en fait finalement. Sauf que moi la grossesse elle a duré 10 ans. c'est voilà. C'est très fort comme phrase et c'est tellement vrai quoi. Et alors comment ça s'est passé? Est-ce que ils vous ont appelé un jour, ils vous ont dit ok vous partez telle date? C'était ça. Ils nous ont appelé en disant voilà vous passez devant le juge en Corée du Sud à telle date, donc ils nous préparent en plus à passer devant le juge, il faut qu'on puisse dire quelques mots en coréen, alors c'est très très sommaire, bonjour, merci, au revoir, ravi de vous rencontrer, voilà, donc on répète. Parce qu'en plus là-bas c'est quand même un pays très carré, ils rigolent pas. Non, faut pas faire d'humour. Non, ils sont pas très, ils sont adorables, c'est un pays qu'on a adoré, mais les règles c'est les règles, et quand on va chez le juge... on se tient à carreau. Je viens de croire. Donc non, c'est sérieux. Donc oui, ils nous ont appelés en disant voilà, vous rencontrez le juge telle date et vous rencontrerez votre enfant 2 fois pendant ce laps de temps. D'accord. Donc nous, on a pris nos billets pour 10 jours. Ok. Et donc là, quand tu l'as c'est... Pour de vrai. Alors c'est très spécial parce que on rencontre son enfant avec tous les parents adoptants et tous les enfants dans la même pièce. C'est pas du tout intime. C'est ce que j'allais dire. C'est un grand parc en fait. Avec beaucoup de bruit, beaucoup d'animation. C'est une grande salle, très grande salle, avec de la musique coréenne. De dessins animés, des bonbons, des jus de fruits. C'est une grosse fiesta. Et toutes les nourrices arrivent avec leurs enfants et après, il faut retrouver sa nourrice, son enfant qu'on n'a jamais vu. Il y a des dames qui sont là exprès, je veux dire, des employés entre guillemets de la Holt et qui nous disent voilà, c'est votre enfant, mais en général, il n'y a pas de doute quand on le voit, on le reconnaît. Et nous, elle s'était trompée dans les horaires, donc elle est arrivée avec 1 heure de retard. Donc on n'avait que 2 heures, donc on n'avait plus qu'1 heure. 1 heure, ça passe très vite. Mais oui, ça a été magique. Tu t'en souviendras toute ta vie, je pense que c'est gravé. C'est quand même étrange de se dire que cet enfant-là qui vient et qui est plus intéressé par les jouets, ce qui est normal à son âge, que par nous. Et il est tellement sollicité avec les musiques, avec les bonbons, avec... Puis alors, autant nous,
moi, j'avais pas Instagram à ce moment-là. Alors, j'étais peut-être pas super en avance, mais 2014... non, ça commençait tout juste, 2012, je crois. Donc, j'étais pas hyper connectée. Facebook, tout juste. Enfin, voilà, c'était pas... eux, là-bas, ils sont déjà au taquet, quoi. C'est vrai, ils ont tellement d'avance sur nous. Oui, carrément. Donc, les enfants, ils sont déjà sur les téléphones, comme ça, regarder les dessins animés et tout. Ah ouais. Donc moi j'avais dit à mon mari on va ramener des petits trucs, on avait ramené des bulles de savon et on s'est éclaté à faire des bulles de savon. Et en fait c'est ça qui nous a permis de faire le lien entre nous. Déjà, on l'a intéressé avec ça et après petit à petit, après je sais pas ce qui se passait dans sa tête mais en tout cas on a passé un bon moment. C'est très rapide, on a une deuxième visite 2 jours après je crois, où de nouveau la musique à fond, avec tout le monde. Enfin, c'est fou ça. C'est un peu particulier et puis bon bah entre ces visites nous on a visité le pays hein, donc on a beaucoup marché, beaucoup marché et on a goûté plein de choses aussi parce que c'est un pays d'un point de vue culinaire qui est hyper intéressant, aussi culturellement parlant. Donc c'était un beau voyage. Et on repart quand même parce que on nous dit ne vous inquiétez pas, c'est juste le temps de signer la procédure d'adoption, que le juge donne son accord et vous revenez à tout casser dans 1 mois quoi. Donc toi dans ta tête déjà tu te dis bon allez maximum dans 2 mois, tu rajoutes toujours un peu plus. C'est ça, je crois que c'était au mois de mars, si je dis pas de bêtises, le premier voyage. Et en fait on y retournait en juin. Ah ouais. Parce qu'ils ont perdu un papier. C'est pas vrai. Entre-temps aussi. Vous avez tout eu, hein. Alors, je sais pas si on a tout eu, mais en tout cas, on a eu pas mal de choses. Ah ouais. Je pense que notre histoire est... Voilà, il y a des hauts et des bas. Je pense qu'il y a des histoires qui sont encore bien plus compliquées que la nôtre, malheureusement. Mais quand même, perdre un papier, tu devais être folle. Mais oui, moi, j'ai fini par appeler. Enfin, je sais plus comment j'ai fait, mais je me suis agacée. Enfin, voilà, j'ai pas lâché et en fait, ah bah oui, mais c'est parce que je crois que ce dossier, on l'a pas eu, mais alors c'est bizarre, il vient d'où ? Et à force de titiller, le monsieur dit oui, mais en fait, ce dossier-là, on l'a perdu, il faut qu'on fasse une demande. Donc il fallait recommencer ou non, vous avez une autre alternative ? Je sais pas comment ils ont fait, ils ont cherché, ils ont retrouvé. Ils ont fini par nous appeler. Donc ça, c'était un mardi après-midi, j'étais au boulot avec ma collègue en disant c'est bon, vous pouvez venir. Tout de suite, maintenant. Ah là là, je prends les billets là, voilà. Dans combien de jours ? Ça s'organise ça aussi quoi. Ben à l'arrache. Tu peux pas. On avait déjà pour notre premier voyage, on avait une petite agence de voyage là où on est à Olivet quoi. Et du coup, je suis retournée le soir même voir la dame en disant maintenant il me faut un billet pour tout de suite. Dès que vous pouvez. Voilà, donc elle savait que moi je voulais. Alors, me demande pas pourquoi je voulais Air France absolument, je n'en sais rien. Ça te rassurait peut-être dans ta crainte de l'avion ? C'est ça, je me disais Air France, il peut rien m'arriver, c'est ce qui est complètement bête parce que au moins ça te rassurait. Voilà. Mais moi ça me rassurait. Donc je voulais Air France, je voulais un vol direct. Le premier voyage s'était très bien passé, même si devant la porte de l'avion j'ai fait demi-tour. Oh là là. J'ai dit non en fait j'y vais pas. C'est vrai. Et mon mari m'a dit ah non mais là maintenant tu montes. Tu te souviens pourquoi on y va ? Ouais. Tu prends ton médoc et tu montes. Ah ouais. Donc on a trouvé des billets. Alors forcément on les paye plein pot parce que c'est pas en avance. Au dernier moment. Mais ça c'est alors on a la chance de pouvoir le faire aussi. Faut reconnaître que c'est pas donné à tout le monde d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir payer un billet d'avion. C'est sûr. Que c'est pas rien. Mais on a aussi eu beaucoup de soutien de nos amis, de mes patrons, enfin de nos patrons respectifs qui nous ont filé un coup de main et qui ont été très ouverts et voilà qui ont fermé les yeux sur quelques absences, quelques jours de vacances. Donc on a pu prendre nos billets. Honnêtement, j'ai payé mais oui, c'était. Fallait partir, quoi. Peu importe. J'aurais vendu mon rein s'il avait fallu. Donc il n'y avait pas de souci. Hein. Donc on est parti pour le dernier voyage, enfin, pour revenir à Troyes. Wow. Cette fois, là, c'était la bonne. Quelle émotion. Ouais. Ça s'est passé en même temps très simplement, alors pas sans stress parce que ce serait impossible, mais vraiment très simple. Enfin. Il était heureux de vous suivre, il était prêt. Alors, je pense que c'était sa nature aussi, c'est sa nature.
Il est venu avec nous, la nourrice nous l'a déposé, elle lui a dit au revoir, elle a dû lui expliquer en coréen qu'elle le laissait avec nous, mais que ça allait bien se passer, j'imagine. Et puis on est monté dans le taxi avec lui et elle est restée à l'extérieur et on est parti. Et il a pas pleuré. Ouais, c'est ça, il est... Puis on allait dans le taxi, donc avec des inconnus, il aurait pu avoir peur quand même. Bien sûr. Il nous avait déjà vu une fois, mais bon, 2 ans et demi. Une fois, 3 heures, quoi. Enfin, c'est ça. Donc on s'est dit, il faut l'occuper, surtout il faut que ce soit une fête à chaque instant. Et puis nous aussi, ça nous permettait de pas stresser, il fallait que ce soit joyeux, que ce soit... T'aurais stressé, tu l'aurais mal vécu s'il s'était mis à pleurer, à hurler dans le taxi déjà, là ça aurait été terrible. Alors ça arrive malheureusement de temps en temps, mais il faut trouver le truc pour passer. Donc on l'a emmené dans un parc de jeux, c'est Pororo, c'est le petit dessin animé là-bas très populaire. Donc comme on connaissait déjà un peu la ville, du coup on s'est déplacé facilement entre le métro et le taxi. Et on l'a emmené dans un parc, on a joué, on a mangé, voilà. Jusqu'au soir où il a fallu quand même aller se coucher. Ouais. Et c'est là où on s'est dit, bon, comment ça va se passer ? Ouais, le fameux coucher. C'est jamais simple de coucher un enfant quand même. Est-ce qu'il avait des rituels? Bon, ça, tu es au courant un peu des détails. Mais bon, là, c'était avec pas en français, quoi. Et oui, je veux dire, c'était que de l'anglais. Alors, moi, mon niveau d'anglais, il est pas dans les sous-sols, mais il est pas non plus super haut. Enfin, je veux dire, on se débrouille, mais on n'a pas les petites nuances. Et puis, on perd des infos entre le coréen et l'anglais au français. Enfin, voilà, il y a... Donc il a un petit doudou, donc on le garde et surtout on le perd pas parce que je me dis si on le perd, là c'est fini. C'est le petit rappel, voilà, il faut faire attention à ça surtout. Et puis on décide de prendre une douche, enfin de prendre un bain. Donc je fais couler un bain et je prends un bain avec lui en me disant au moins il voit que je suis là, qu'il n'y a pas de tabou, je suis sa maman maintenant, donc je sais pas, c'est peut-être bête, mais de créer un lien comme ça, je vais prendre un bain. Donc on a pris un bain tous les deux, et puis après on est ressortis, donc ça s'est super bien passé. On est allé dîner en ville. Alors les gens nous regardent parce que deux Européens, une blonde aux yeux bleus avec un petit asiatique. C'est vrai, ils ont dû dire mais qu'est-ce que encore c'est ? On pourrait se dire c'est peut-être le papa, mais pas du tout non plus. Bon, alors, mon mari est brun certes, mais, bon, pas vraiment bridé. Donc, ils ont dû se poser des questions. Donc ça les étonne un peu et en même temps ils ont l'habitude. Et quand on est rentré, on s'est mis en pyjama et on avait un grand lit. Il y avait un très grand lit et un petit lit pour lui. Et en fait. On l'a pris au milieu parce que je me voyais pas le mettre tout seul dans son lit. On l'a couché avec nous. Et là, il nous a regardés et à mon avis, il s'est dit « Ah merde, en fait, il faut que je reste. » Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Et là, il s'est mis à pleurer, mais pleurer. Et je me disais « Mon Dieu, il va pas s'arrêter et quoi faire ?» Et oui, là, t'es démunie. En plus, il comprend pas ce qu'on dit. Oh là là. Il y a ça aussi, c'est qu'on a beau lui parler, il comprend pas un mot. Donc là, il n'y a que les gestes. Il n'y a que les gestes. Donc, on essaye de le consoler. Et je sais plus combien de temps ça dure, mais en tout cas, je sais plus, peut-être un quart d'heure, 20 minutes à pleurer comme ça. Et il tombe de fatigue. Et il s'endort. Comme ça, en pleurant. Et il dort bien toute la nuit, impeccable. Nous, je pense qu'on n'avait pas bien dormi. Je pense aussi. Et il se réveille et c'est fini. C'est terminé. Il a le sourire. Oh là là. Allez hop, la journée est partie. C'est fou. Et c'est il avait déchargé aussi, peut-être c'est le moment du coucher. On appelle ça, je dis souvent, cette période-là, la deuxième naissance, en fait. Les enfants renaissent une deuxième fois. C'est beau. Il arrive dans une nouvelle famille, alors c'est peut-être pas comme ça pour toutes les adoptions, pour tous les pays, ça dépend de tellement de choses, mais en tout cas, ça a été ça, quoi, une deuxième naissance avec nous. Parce que son premier réveil à vos côtés, en tout cas, ça y est, il était bien, il était heureux. Ouais, il a pu jamais pleurer de cette façon. Oh là là, c'est fou. Ouais. Après, bien sûr, il a pleuré comme tous les enfants, mais pas comme ça, de trouille, Il était perdu. Et alors après ça, vous êtes resté quand même quelques jours encore Pas très longtemps, je crois qu'on est resté que 2 jours parce qu'on avait qu'une hâte, c'était de rentrer. Je m'étonne. Et puis il fallait lui poser un cadre. Parce que tant qu'on était dans son pays, on était chez lui.
Mais la vie, elle était avec nous en France, Bien donc sûr. il fallait aussi que ça dure le moins de temps possible. Et qui commence à s'acclimater à toutes ces nouvelles choses, quoi. Ouais. Donc je crois que ça a duré que 2 jours. D'accord. Et on est rentré en France et on est arrivé chez nous dans l'après-midi, mais avec le décalage horaire. Oh, ouais. À 18h, on était au lit tous les 3. On l'a mis avec nous encore. Ouais. Et on a dormi tous les 3 la première nuit. Et à 6h du matin, on était au taquet parce qu'avec le décalage, on était super en forme. Comme les petites mamies, limite, je me disais, ça ouvre à quelle heure au champ? Parce que j'ai des courses à faire. Moi qui suis tellement plutôt grasse mat, j'avoue, je suis pas du matin. Mais alors là, à 6h, j'étais prête à faire mes courses. Ah, mais c'est l'excitation de la nouvelle vie, quoi. Et en plus, j'avais envie d'aller faire les courses avec mon fils. Ouais. En fait, je voulais que le monde entier sache que j'étais devenue maman et qu'il allait plus repartir. Cette fierté-là qui t'habite à ce moment-là. Ouais. Ah oui, je voulais l'emmener partout. Ouais, c'est beau. Et donc là commence le début de complètement une nouvelle vie. Ouais. Pour lui, waouh, d'entendre parler une autre langue, de rencontrer de nouvelles personnes, puisque j'imagine qu'il a très vite rencontré ses grands-parents. Alors déjà, il avait rencontré ma sœur, c'est elle qui est venue nous chercher à l'aéroport. Ah oui. Donc c'est la première qu'il a rencontrée. Wow, la chance. Ouais. Et puis on a vu personne d'autre, je crois. Oh, si on est peut-être allé voir ma belle-mère qui habite dans la maison d'à côté, je pense que quand même si on a dû aller la voir le premier soir. Ouais. Et mais pas longtemps parce qu'on était épuisés. Et le lendemain matin, on lui a apporté les croissants parce que comme on était réveillés depuis longtemps, on était allé acheter les croissants. Et au réveil, elle a eu son petit-fils. Et après, petit à petit, la famille, dans les jours qui ont suivi, mes belles-sœurs, voilà. Et puis mes amis qui étaient venus déposer des petits cadeaux devant la maison pour notre retour. Ouais, il était attendu par plein de monde, pas que nous, mais c'est ça, au final. Par plein de monde en fait, parce qu'on avait les photos, mais il était toujours pas là. Donc il a été très très gâté. Et puis voilà, petit à petit, ça s'est fait. Mon mari est resté 1 semaine à la maison parce que à l'époque, le congé paternité, c'était 7 jours. Ouais, c'était très peu par rapport à aujourd'hui. Voilà. En plus, il avait déjà un peu grillé parce que son compte de 2 jours sur place là-bas, donc il n'a pas voulu abuser non plus, donc il a repris avant les 7 jours. Et puis moi je suis restée à la maison, j'avais le droit à mon congé de maternité. C'était aussi... C'était la même durée. 2 mois. J'ai négocié pour que ça démarre le jour où je suis arrivée en France. Ah ouais. Parce que sinon je perdais aussi plusieurs jours. Pas mal. Ouais. Donc on est rentré en juin et j'ai repris le boulot le 28 fin septembre. D'accord. Et là, il avait une nounou après ça ou... Non, alors comme il avait 2 ans et demi, ah ben oui, il est allé à l'école. Ah ouais. Ouais. On voulait qu'il soit comme tout le monde et qu'il fasse sa rentrée comme tous les autres enfants. Donc moi, ça m'a permis quand même de passer tout l'été avec lui, donc ce qui est pas négligeable quand même. Tout l'été, tous les deux. Mon mari avait ses 3 semaines de vacances l'été, donc on est partis en vacances en famille, enfin avec une de mes belles-sœurs. Donc très vite il a vu que il y avait du monde quoi. On n'était pas que tous les 3, il y avait quand même beaucoup de mouvements. Une cousine, il a plein de cousins et cousines, mais il en a une avec qui il a moins d'écart, il a 8 ans d'écart. Donc voilà, ils ont pu passer du temps ensemble l'été. Trop bien. Et puis en septembre, à la rentrée scolaire, comme toutes les mamans et papa, on a fait notre rentrée. Il parlait pas un mot, enfin il parlait un peu français mais pas terrible encore parce qu'il lui a fallu du temps. Et du coup, la maîtresse s'est adaptée. Hein. Alors les petits copains disaient oui mais Gabriel il parle anglais. Gabriel. Ouais. C'est vous qui lui avez donné ce nom du coup, ce prénom. Ouais. C'est beau. Ouais, on a choisi et on a choisi Gabriel et on lui a laissé son 2e prénom coréen. D'accord. Parce que c'est ses racines, donc on a voulu garder son prénom coréen. C'est lequel? Jun-Young. Ok. Avec le petit accent et tout. Je sais pas si j'ai le bon accent, mais en tout cas. Mais voilà. C'est bien de lui avoir laissé, je pense. Et donc oui,
voilà, il s'est construit à l'école, c'est bien parce que voilà, il y a plein de copains, il a pu rencontrer des gens des enfants de son âge. C'est ça, il fallait qu'il puisse aussi parler. Parce que la barrière de la langue, c'est quand même compliqué. Surtout chez les enfants aussi, quoi. Et je pense qu'il avait un léger retard sur sa langue maternelle, donc d'avoir changé comme ça à 2 ans et demi de langue, ça a créé encore encore un peu plus de difficultés. Voilà, de difficultés. Donc il a fallu l'aider un petit peu. Il a fait des séances d'orthophonie pendant quelques temps, mais après ça s'est vite résolu parce qu'il n'avait pas les mêmes sons que nous. Le placement de la langue n'est pas le même. Mais après ça a été très bien. C'est bien rattrapé. Ah oui, il y a pas de souci. Ouais. Alors, ça il y a pas de problème. Aujourd'hui, il a 9 ans. 13 ans, pardon. 13 ans. Wow, oui, c'est plus du tout le petit bébé là, dont tu avais reçu la photo. Non, il est aussi grand que moi. Ça y est. C'est vrai. Ouais. Il connaît son histoire. Ouais. Du coup, maintenant, à quel âge En fait, on n'a jamais eu de tabou. C'est-à-dire que déjà, il suffit qu'on se regarde dans la glace tous les 3. Voilà. Déjà. À partir d'un certain âge, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et même tout petit, en fait, on lui a toujours expliqué les choses. Et on lui a toujours dit que il avait une maman là-bas. En vrai, il en a même 3 presque. Ah bon? Parce qu'il a la maman qui l'a mis au monde. Oui. Donc voilà, sa maman biologique qui a pas pu s'occuper de lui. Ouais. Il est allé dans une famille avec cette femme qu'il a élevée pendant 2 ans et demi quand même, qui lui a donné les bases, qu'il a appelée maman quand même. Voilà. Et puis nous après, et moi sa maman pour la vie. Et donc c'est pour ça que c'est cette phrase que j'avais prononcée un jour en disant pour être mère il faut plusieurs femmes. Parce qu'on est 3 quoi. C'est vrai. Si on me disait aujourd'hui, écoute, il faut que tu fasses tout ça, j'aurais dit ça t'aurait peut-être fait attends, il faut que je réfléchisse parce que c'est quand même une sacrée galère ton truc. Rien, Mais quand on est dedans, en fait, nous on n'avait qu'un seul but, c'était d'avoir un enfant, de construire notre famille et quelles que soient les complications qu'on allait rencontrer, on allait y arriver. Donc ça a été ce parcours-là et oui, il y avait vous devez être fiers aujourd'hui. On est fiers que lui soit bien surtout et que ce soit aussi une adoption réussie. Parce que c'est pas toujours facile, il y a des enfants qui ont des grosses difficultés parce que lui il a un passé, après son histoire perso, ça le regarde lui et d'ailleurs personne ne sait, il y a que nous parce qu'on a eu cette histoire entre les mains. Mais personne ne la connaît et c'est son histoire et il l'a à disposition s'il veut savoir, il peut la lire parce que je l'ai fait traduire. Ah voilà. Donc il peut la lire. Ok. Je lui ai donné il y a quelque temps, je sais pas s'il l'a lu, j'en sais rien. Mais c'est à lui. Ça lui appartient. Donc personne ne sait. Mais il y a des adoptions qui se passent pas bien parce que les enfants ont des traumatismes et c'est compliqué. Alors les traumatismes peuvent disparaître ou s'atténuer. Mais parfois non. Enfin, moi, j'estime toujours qu'on a eu de la chance parce qu'on a eu une adoption parfaite, même si ça a été très long. À partir du moment où il est arrivé, ça a été parfait. On se dit ça valait le coup. C'est clair. Je crois que c'est bien résumé. En fait, on peut pas en douter, c'est sûr. Et comment il va ce petit garçon qui est devenu du coup très grand? Écoute, j'espère que ça va. En tout cas, il évolue comme tous les enfants de son âge. En ce moment, sa mère doit le gonfler comme tous les préados. Je dois être pénible, râleuse, exigeante, normale, mais non, je pense qu'il va bien. Après, c'est vrai que j'aimerais bien être dans sa tête pour savoir ce qu'il ressent et ce qu'il pense de tout ça, parce que déjà c'est un garçon, donc il dit pas forcément tout. Et il est très secret malgré tout. Il est très solitaire, pas dans le mauvais sens parce qu'il est très sociable, mais solitaire malgré tout. Il aime bien avoir ces petits moments à lui. Et il aime bien être seul avec nous. Et si je lui dis tiens, invite un copain ou pas forcément. Non, pourquoi faire? Là, il a besoin de cette solitude. Donc parfois, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans sa tête quand même. Ah oui, comme n'importe quelle maman, je crois. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il est heureux, Il va au collège, il fait du sport, il est toujours content.
Et est-ce que lui, donc il en parle pas forcément de tout ça. Ouais, non, il en parle pas, mais ça peut être dans le cours d'une conversation comme ça. Des souvenirs du voyage, par exemple. Il a aucun souvenir. Avant ses 6 ans, il a très peu de souvenirs, mais comme tous les enfants. Bien sûr. Mais ça va être, je sais pas moi. Il a jamais évoqué l'idée d'aller là-bas en voyage, découvrir la culture ou... Alors on l'avait évoqué, on était censé partir en 2020, au mois d'avril. Donc on avait nos billets d'avion, on avait tout organisé, le séjour, tout. On avait contacté le Holt pour faire une visite et rencontrer sa nourrice, pour qu'il puisse la revoir. On lui avait demandé s'il était d'accord, il avait dit oui. On lui a dit si le jour J tu veux plus parce que tu te sens plus prêt, on annule, c'est pas grave. Et puis confinement, donc voilà, on a tout annulé. Et puis on n'a pas repris de billets, en tout cas pas pour Séoul. On a fait d'autres voyages et on y retournera, mais peut-être qu'on va attendre qu'ils nous réclament. C'est possible. On va peut-être attendre. Peut-être que c'était pas le bon moment. Alors je vais pas dire que heureusement il y a eu le confinement parce que tout le monde va me détester. mais comme on disait au tout début de notre échange, c'est vrai que le destin quoi. Enfin la vie. Ah oui, moi j'y crois beaucoup. Bien sûr. C'était peut-être pas le moment. Voilà, c'était pas, ça devait pas se faire comme ça, donc ce sera plus tard. Alors j'aimerais bien que ce soit avec nous parce qu'on pourra partager des choses. Mais peut-être qu'il voudra partir tout seul quand il sera un peu plus grand, jeune adulte, et qu'il dira non, je veux y aller tout seul parce que c'est mon histoire. Il faudra accepter. Pas facile, mais... Je pense que quand on passe par une adoption, il faut être prête et prêt, les deux parents, à tout ça en fait. Surtout quand ils grandissent, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas leurs souhaits, ce qu'ils vont vouloir en faire de leur histoire à eux. Donc, après, il sait qu'il peut tout nous demander. Oui, qu'il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, quand il a certaines mimiques, je dis on dirait papa. Je lui dis tu ressembles à maman, puis je fais bon presque. À 2-3 trucs près. Voilà, c'est les yeux peut-être, mais sinon c'est pareil. Enfin, mais forcément dans le caractère. C'est dans le quotidien. Mais non, il y a pas de tabou en tout cas. On n'en voulait pas et j'en voulais pas, donc. J'en ai eu moi, je voulais pas reproduire, donc vraiment tout l'opposé. Donc non, c'est une petite vie tranquille. C'est génial. Voilà. Tout ce dont vous rêviez depuis tant d'années, vous l'avez eu. Vous vous êtes donné les moyens. Vous avez eu la force et l'amour aussi d'y arriver, parce que c'est ça, votre couple a tenu. Il faut être solide. Alors c'est soit le couple se sépare, se brise, parce qu'il y a beaucoup d'attentes et on n'a pas toujours les mêmes envies au même moment. Aussi. Donc il faut toujours qu'il y en ait un qui soutienne l'autre. C'est pas au même moment. Parfois il y en a un qui craque, donc il faut que l'autre y soit prêt. Donc il faut. Je pense que c'est soit ça soude et vraiment ça crée quelque chose de fort, soit ça divise malheureusement. Soit ça divise et c'est une telle épreuve que c'est dommage, mais voilà, c'est la réalité. En tout cas, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que cette vie à 3 continue et que vous soyez très heureux encore pour l'éternité. Merci. Et moi, je vais suivre ça de près parce que si vous partez en voyage tous les 3, moi, je veux voir. Oui, parce que maintenant, Instagram, Facebook, alors... ça nous permet aussi de... C'est ça. Ça, c'est génial. Pour ça, c'est fantastique. Déjà, c'est comme ça qu'on a pu se rencontrer aujourd'hui. Et je te remercie. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je raconte cette histoire parce que ça fait partie de nous. C'est très important aussi pour les gens qui sont dans ton cas, mais il y a 10 ans en arrière, tu vois, ou qui sont dans une autre étape, mais en tout cas qui ont besoin de ce témoignage-là pour avancer. Il faut pas lâcher surtout. Faut qu'elle continue, elle continue et surtout résister et pas lâcher l'objectif. C'est ça. Toujours fixé, je pense, garder en tête pourquoi on le fait. C'est ça, avec tout l'amour autour. Merci beaucoup. De rien. Sophie. Merci Marine. Je te dis à très vite. Merci.